Confier son enfant à quelqu'un pendant les vacances n'est pas une chose à prendre à la légère. En effet, les questions de bien-être, de sécurité, d'encadrement et surtout de valeur du tuteur doivent être prises en compte et sérieusement analysées. Au-delà des liens de parenté et de la gentillesse du futur tuteur, Laurent Afouji, éducateur, nous dit tout sur les éléments à prioriser et les signes à ne pas ignorer. Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bienvenue dans Et nous, l'émission qui fait le zoom sur le quotidien et le bien-être des enfants. Meshak Nyaro à la présentation, Monsieur Laurent Afouji, bonjour. Oui, bonjour Meshak, bonjour chers auditeurs et followers. J'espère que, tout comme moi, chacun se porte bien. Sinon, moi, je vais bien, comme je le dis, et j'espère aussi que les enfants se portent bien, surtout en ces périodes de vacances aussi, ou en tout cas pour les pays où, selon la programmation, la subdivision de l'année scolaire, actuellement, ce sont les vacances. Ceux pour qui ce n'est même pas encore le cas, tôt ou tard, cela finira par arriver. J'espère quand même que les enfants se portent bien et profitent de ces moments de répit qui leur ont été donnés afin de mieux s'armer pour la reprise qui s'annonce évidemment pour les quelques mois ou les quelques semaines à venir. Sinon, je vais bien et je crois que tout le monde va bien. C'est avec plaisir que je suis là. C'est un plaisir de vous recevoir et autant que les auditeurs, nous sommes ravis de savoir que vous allez bien. Ah ben merci, c'est bien de le savoir. Oui, alors il y a de cela quelques semaines, on vous avait reçu sur ce plateau pour parler de comment planifier les vacances, où passer les vacances. Et aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est de savoir les personnes à qui l'on pourrait confier les enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant les vacances, il y en a qui décident de garder les enfants avec eux et d'autres qui préfèrent les envoyer ailleurs pour se détendre, changer d'air. Alors, on parle des personnes à qui on est censé garder, confier la garde de l'enfant. De manière générale, quel est votre avis sur le sujet? Faut dire que personnellement, j'en ai joui, j'en ai bénéficié. Pendant les vacances, on m'envoyait très souvent chez un oncle qui aujourd'hui n'est plus, paix à son âme. Même après mon bac, quand je devais faire l'université, je suis resté chez lui 2 ans au moins. Donc, c'est une pratique qui est riche en couleurs, riche en bénéfices et riche en développement personnel, riche en développement des liens familiaux. Et c'est une pratique, en tout cas, qui est à encourager lorsque toutes les conditions sont réunies. On ne va pas les interdire ou l'interdire, cette pratique-là. Et il faut aussi préciser que, généralement, en période de vacances, les parents, eux, ne sont pas en vacances. Eux, ils continuent par aller au boulot. D'où la nécessité pour eux de trouver quelqu'un qui va assurer la garde des enfants pendant qu'ils ne sont pas là, puisque d'ailleurs, ils ne seront pas là pendant toute la période des vacances, et il faut voir qui, dans sa maison, a quelqu'un en permanence ou à la majorité du temps pour s'occuper des enfants en leur absence à eux. D'où la nécessité d'envoyer son enfant quelque part pour la période des vacances. Bon, il y a plusieurs intérêts là-dedans, puisque ça permet aussi à l'enfant de changer d'air, de changer de milieu de vie, de faire de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses, justement, d'apprendre de nouvelles choses, soit dans ses échanges, dans sa rencontre avec de nouvelles personnes, soit auprès de la personne chez qui l'enfant est allé, puisque certaines fois, c'est un parent artisan qui accueille l'enfant et qui amène l'enfant avec lui dans son artisanat. Ou un parent commerçant, l'enfant est avec lui tout le temps et cet enfant revient l'année suivante à l'école, mais plus comme il était parti. Il est désormais différent des autres enfants qui sont allés juste pour s'amuser, parce que lui, il aura acquis un savoir-faire. Un savoir-faire qui peut être d'ailleurs le savoir-faire salutaire pour lui demain, quand il aura besoin ou il sera prêt pour se lancer dans la vie active. C'est ainsi que certains enfants découvrent leur chemin, leur vocation en faisant des activités
de vacances en allant dans les ateliers ici et là, comme on le fait souvent en période de vacances pour les écoles organisées qui font visiter les entreprises ou les sociétés, les PME, PMI aux enfants pendant leur sortie éducative. Vous semblez avoir gardé un bon souvenir de Oui, vos vacances. j'ai tellement apprécié parce que cela m'a fait énormément de bien et cela m'a aussi permis, en tout cas, de faire mes expériences. Quand je le dis, beaucoup comprendront, de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs, aussi bien sur le plan amical que sur le plan familial. Ah oui, j'ai eu à en commettre beaucoup. Et j'ai appris de ces erreurs-là qui aujourd'hui sont pour moi des prérequis qui me permettent de pouvoir me prononcer sur ces questions-là, surtout pour orienter ceux qui sont également dans ces dérives-là. D'accord. Alors, de votre côté, vous avez gardé une bonne expérience. Oui. Cela vous a permis de connaître beaucoup de choses, d'apprendre de vos erreurs et de votre expérience. Mais est-ce que vous pensez que les réalités actuelles permettent qu'on confie son enfant à quelqu'un en son absence? En aucun moment, on ne pourra dire que la période n'est pas appropriée. Toute période est bonne pour semer. Or, confier son enfant à quelqu'un, c'est faire de la semence, c'est semer. C'est toujours une bonne chose. L'époque à laquelle nous sommes aujourd'hui est une époque qui se veut un peu plus dépravée que les époques passées. Oui. Oui, c'est de la même manière que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas la mentalité que leurs prédécesseurs avaient. Donc, chaque individu avec son époque. Donc, ce qu'il faut pour ces enfants d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont là, disponible pour eux. Donc, en fonction de leur prédisposition, en fonction de leur éducation, oui, en ce moment-ci, il est encore possible de confier son enfant à quelqu'un en fonction de l'objectif que l'on définit à atteindre. Ce n'est pas juste pour la forme, c'est pour une cause précise. D'accord. Parlons de cette cause. Quelles sont les raisons? Vous avez évoqué quelques-unes, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait confier son enfant pendant les vacances et quels sont les critères sur lesquels l'on doit se baser pour identifier le tuteur chez lequel l'enfant va rester? D'abord, parlons des raisons. Comme tu l'as dit, j'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure. Euh, En fonction des moyens dont dispose le parent aussi, il peut décider d'envoyer son enfant chez un autre parent en période de vacances, tout en sachant, en âme et conscience, et l'autre aussi le sait, qu'à la fin des vacances, l'enfant reviendra avec des fournitures scolaires. Certaines fois, avec sa tenue scolaire ou encore avec les frais de scolarité. Donc, en fonction des moyens, on peut envoyer son enfant chez quelqu'un qui, visiblement ou manifestement, a les moyens de préparer la rentrée à cet enfant-là. Donc, on le fait. L'enfant va un peu comme pour dire, ah, je suis là, hein. S'il y a des petits travaux à faire, je suis là-haut. Il faut me les confier parce qu'à la fin, ah, j'aurai besoin des cahiers. C'est une manière. Donc, dès que l'enfant arrive, on sait que. C'est pourquoi certaines fois, quand on t'appelle pour te dire, ah, ton cousin là va venir en vacances, hein, il y a des gens qui déclinent pour dire, ah, Ils savent ce qui les attend ah d'après. ben oui, sincèrement, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Et certains trouvent des alibis, des arguments, des raisons pour décliner. Alors qu'en fait, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut dire aussi que c'est la situation économique qui oblige. Et certains aussi ne se sentent pas capables de gérer des enfants. Du moins, des enfants de ces âges-là qu'on veut leur confier. Raison pour laquelle ils déclinent. Donc, en plus de la raison économique, il y a aussi, comme on l'avait dit, la nécessité de faire apprendre à l'enfant une autre activité. Donc, de manière précoce, pour ne pas dire anticipée, on veut déjà attirer l'attention de l'enfant sur la nécessité de faire un travail par lui-même. Des Lui travaux montrer manuels. des travaux manuels, lui apprendre comment est difficile la vie, comment on gagne de l'argent, comment les gens triment, comment des gens transpirent, comment des gens saignent pour gagner de l'argent. Et ces enfants, lorsqu'ils apprennent réellement et qu'ils reviennent, leur manière d'exiger des choses devient différente. Parce qu'ils savent que ce n'est pas facile. Surtout, si le papa fait le même travail,
mais que les conditions du papa ne lui permettent pas de l'amener lui, avec lui, et qu'on l'envoie ailleurs, donc il voit tout ce que papa subit. Je crois avoir vu une vidéo où des enfants, je ne sais pas, des élèves, je ne sais pas si ce sont des Coréens ou des Japonais, à qui on projette les images de leurs parents dans les entreprises, dans les usines, en train de travailler. Comment ils travaillent pour leur apporter à manger, pour leur fournir ce dont ils ont besoin. Les enfants pleuraient en classe. Les enfants pleuraient en classe. C'est une manière de réveiller leur conscience, leur faire comprendre que la vie n'est pas facile. Les parents font des sacrifices énormes pour que eux, ils puissent être ainsi bien habillés. J'ai vu dans les yeux des enfants certains qui étaient en train de se demander. Donc c'est comme ça que mon père se salit pour que moi je sois propre. Parce que j'en ai vu qui se faisaient comme ça, qui se touchaient comme cela. En fait, une manière de s'indigner. Donc déjà, très tôt, il faut que l'enfant sache le faire ou ait une partie de sa conscience orientée vers cet aspect-là. Aussi, en fonction de l'éducation de l'enfant ou de son attitude, on peut l'envoyer dans un camp de redressement. Un camp de redressement? Ben oui, carrément. La famille d'accueil est un camp de redressement. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, le papa ou la maman, disons les parents, ont eu des difficultés à le recadrer. Mais là où on l'envoie là, on sait que les enfants de cette maison-là sont droits, du moins sont mieux. Donc quand on l'envoie là, pendant tout le temps qu'il va y passer, il apprend. Et il découvre que ses parents sont assez gentils avec lui. Il découvre que c'est lui qui déconne. Il découvre qu'ailleurs, c'est plus compliqué que chez lui. Peut-être il trouve que ses parents étaient durs. Mais en ayant découvert de nouvelles réalités, plus coriaces, plus corsées, il se dit, mes parents sont les plus gentils du monde. Et là, il se rend compte de la divergence entre ces deux situations. Aussi, là, en ce moment, le parent d'accueil ou le tuteur profite pour redresser certaines pentes, pour lui faire abandonner certains comportements. Je me rappelle avoir reçu une fille qui était venue de Sotobois. Elle passait en 3e. Elle est venue pour 2 mois de vacances. On a fini les 2 mois. Elle est retournée chez ses parents. La première semaine n'est pas terminée. Sa maman a appelé, son papa a appelé pour me dire, s'ils avaient su, ils auraient souhaité qu'elle reste chez moi. J'ai demandé pourquoi. Que quand elle est rentrée, plein de choses qu'on lui reprochait, ci et là, elle avait laissé tomber, elle adoptait de nouveaux comportements plus appréciables, elle est devenue, entre griffes, plus responsable. Il y a des choses qu'on ne lui demandait pas de faire avant qu'elle ne les fasse, parce que chez moi, je ne suis pas autoritaire, mais j'exerce de l'autorité. Mon autorité, je l'exerce. Et la discipline. Et la discipline surtout. On va s'amuser, on va causer. Je vais même te caresser la tête, te chuchoter, te soulever, te prendre. Mais quand il s'agit de faire ci ou de faire ça, je ne te reconnais pas. Tu finis ça, après on cause. C'est comme cela que ça marche. Ce qui fait que dans certaines maisons, c'est ce qui amène les parents à décider que leur enfant aille passer 20 jours, 30 jours, 60 jours là. Dans d'autres maisons encore, ou bien pour d'autres parents, c'est juste pour permettre à l'enfant de changer d'air. Parce que c'est vraiment embêtant, ennuyeux pour un enfant de vivre dans un même environnement pendant des années successives sans avoir entre-temps changé d'air. En fait, quand on change d'air, on revient, ça ouvre le cerveau, ça permet au cerveau de souffler un peu, d'être réinitialisé entre griffes, de s'ouvrir à de nouvelles réalités, à de nouvelles difficultés. Parce que les amusements qu'on faisait ici, les jeux qu'on faisait ici, sont différents de ceux qu'on est allé apprendre de l'autre côté. Il y a des jeux didactiques, des jeux éducatifs qu'on va faire ailleurs. Et quand on revient, on est revenu plus aguerri pour affronter l'année qui suit. D'accord. Alors, parlons du côté où on envoie les enfants en vacances pour qu'ils changent d'air. Est-ce qu'il suffit juste que la personne chez qui on envoie l'enfant soit gentille pour lui faire confiance et aller garder l'enfant là-bas? Ah là,
cela fait appel à la deuxième partie de la précédente question, Oui. les critères. À qui faut-il confier son enfant pendant les vacances? Est-ce que la gentillesse suffit-elle? 1. La gentillesse est-elle réelle ou apparente? C'est deux situations à ne pas confondre. Il y a une gentillesse apparente et il y a une gentillesse manifeste, réelle, concrète. Il y a des gens qui sont gentils au dehors. Quand vous les voyez, quand vous interagissez avec eux, vous les trouvez extrêmement gentils. Ce n'est pas moi mon cas par exemple. Très sociable. Tout le monde sait que je suis un peu sociable, mais tel que je suis à l'intérieur. Dès que tu fais du tic au tac, tu me découvriras. Je ne me cache pas. Et il y a plein de gens aussi comme ça. Par contre, il y en a d'autres qui sont des gens, que dis-je? Sournoise? Des faux jetons, carrément. D'accord. Il te présente une face pile, alors que c'est face même qui est sa véritable nature. C'est quand tu iras te renseigner auprès des personnes qui fréquentent réellement cette personne qu'on te dira, ce dont je parle là, j'en ai fait les frères, c'est au cours de cette année. Il faut dire de la fin de l'année passée jusqu'à cette année. Ben oui, il y a une dame qui a fait partie d'une de mes plateformes et qui m'aidait à gérer la plateforme. Je t'assure que quand nous avons tous découvert la véritable face de l'intéressé, tout le monde a dit waouh. Vous étiez abasourdi. Ben, on était tombé des nuits. C'était le jour et la nuit. Imaginez on confie un enfant à cette personne. Ben, en tout cas, Dieu seul sait ce qui pourra en être. Donc, il faut s'assurer que, la personne, elle est vraie. Elle est vraie, telle qu'on la voit, telle qu'on la connaît. C'est réellement comme cela qu'elle est. Ça, c'est un. De deux, il faut s'assurer que c'est une personne responsable. La responsabilité, le sens de la responsabilité compte lorsqu'on veut confier la destinée d'un enfant à quelqu'un. Parce que cette personne-là ne va transmettre que ce qu'elle sait faire, ce qu'elle connaît. Pourquoi vous parlez de destinée? Il ne s'agit que des vacances. Ah, écoutez, il ne s'agit que des vacances. Oui. Les vacances comptent généralement combien de jours chez nous? Chez nous, c'est environ 60 jours, 2 mois, 8 semaines. La destinée d'un enfant peut être drastiquement modifiée, détournée pendant cette période-là. À supposer qu'on ne le souhaite pas, votre enfant va faire une mauvaise découverte. Pendant les vacances, l'enfant fréquente des gens qui, en tout cas, des gens différents de ceux qu'il connaissait, des gens qui sont de mauvaise vie, ou encore celui à qui on a confié l'enfant. Il y a un cas d'ailleurs que j'ai traité entre-temps, la jeune dame à qui sa petite sœur a confié son enfant. Cette jeune dame est une fille qui fait le trottoir. Sa petite sœur ne le savait pas. Alors que la petite fille qu'elle lui a confiée avait 13 ans. La petite venait d'avoir son CEPD. Oh là là. On la lui a confiée pour les vacances. L'enfant est revenu méconnaissable. C'est-à-dire que son comportement a changé. Déjà en classe de 6e, elle est devenue adulte dans sa tête. Elle a fait des expériences que la maman elle-même à son âge ne pouvait pas faire. Personne ne savait. C'est au fil des jours et des semaines que la maman, se plaignant du comportement de sa fille dès son retour, a appris de la part d'un proche que mais là où tu as amené ton enfant, ce n'est pas un lieu pour les enfants. Parce que celle-là qui fait le trottoir ne fait pas que le trottoir. Elle accueille aussi à domicile. Oh là là. Et quelquefois, l'enfant a pris la relève si elle n'est pas disponible. Parce qu'il faut reconnaître que pendant 60 jours, il y a des moments pour la femme où elle est indisponible. Oui. Donc, la petite, elle a servi de relais. Parce que ce montant-là, l'argent apporté là ne doit pas repartir. Il faut qu'elle le prenne. Seigneur. Donc, c'est comme ça que la petite, carrément, sa destinée a été changée. Donc, c'est un travail de fond en comble qui a été engagé. Je ne sais pas si finalement cela a abouti ou cela a déjà abouti ou pas. Mais cet enfant-là, si le nécessaire n'est pas fait, c'est fini. Elle est déroutée.
C'est de la même manière que vous pouvez confier votre enfant à un oncle, à une tante, à un cousin, à une cousine, qui va en abuser aussi. Il y a plein de cas comme ça. Qui en abusent. Que ce soit des jeunes filles comme des jeunes garçons. Qui en abusent. Raison pour laquelle lorsque ton enfant dit « je ne vais pas aller chez tel tonton, je ne vais pas aller chez tel tata », il faut prendre l'enfant en aparté, lui poser des questions sérieuses. Que se passe-t-il? La dernière fois que tu y es allé, que s'est-il passé? L'enfant a des choses à dire. Raison pour laquelle il est indispensable, je ne veux pas dire important, il est indispensable que les parents causent avec leurs enfants. Créer un espace d'échange sérieux et flexible. Pas toujours en tant que parent, mais en tant qu'ami pour les enfants. En tant que confident pour ces enfants, pour que les enfants puissent s'ouvrir, dire des choses. Et certaines fois, les parents frappent leurs enfants quand ils leur disent certaines choses. Non, ce n'est pas la meilleure des manières. S'il faut taper un enfant, c'est lorsqu'il fait une bêtise qu'on lui a refusé 1, 2, 3 fois déjà. Mais lorsque l'enfant vous informe d'une situation ou vous dit quelque chose, allez creuser, cherchez à mieux comprendre. Cela permettra de le savoir. Raison pour laquelle j'ai parlé de confier la destinée d'un enfant à une personne. Donc il faut s'assurer que cette personne elle est réellement telle qu'elle est. Il faut aussi s'assurer que là où l'environnement dans lequel vit l'enfant, cette personne-là, est un environnement sécurisé pour un enfant. Il ne faut pas envoyer son enfant à quelqu'un dans un ghetto. Ben quand même. Même si tu es zinzin n'importe comment, envoyer ton enfant dans un ghetto, quel résultat tu espères avoir? C'est vrai, on dira bien, l'habit ne fait pas le moine, mais comment le reconnaît-on, le moine? Et on dit aussi, dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Donc, et où tu vas? Ah ben, où tu vas, naturellement. Donc, il y a ces critères-là à vérifier. La moralité de l'individu. La moralité de l'individu. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont grandi dans des conditions bizarres, mais Dieu, étant Dieu, a permis que ces personnes puissent gagner leur vie de sorte à avoir une vie stable, du moins financièrement. Cela ne suffit pas. Parce que s'il faut se confier aux finances, là, on peut confier son enfant à un trafiquant. Carrément. Parce que l'argent, il en a. Mais, il y a des gens qui, malgré leur âge, ne savent pas tenir leur langue. Ça, c'est un. Ne réfléchissent pas 2 fois avant de sortir des mots, des phrases. Des gens qui parlent et leurs verbes sont comme des balles réelles qu'on tire dans tous les sens avec une Kalachnikov. Ça tire dans tous les sens. Moindre mécontentement, vous allez en recevoir des tonnes en pleine figure. Des gens qui peuvent vous dire en plein public, il y a Kameto, cinglé, imbécile, toqué. Mais quand quelqu'un parle comme ça, on ne confie pas un enfant. On confie un enfant à quelqu'un qui sait se retenir, qui sait parler, à quelqu'un qui peut servir de modèle, d'exemple à l'enfant. Parce que confier un enfant à quelqu'un qui est vulgaire, c'est s'attendre à avoir un enfant vulgaire. Il y a aujourd'hui la musique démocratisée qui permet à un de nos frères, je dis un de nos frères, un frère à moi d'ailleurs, parce que pratiquement nous sommes de la même origine, mais que je n'apprécie pas parce que il défèque pas la bouche quand il s'exprime. Oui, c'est déféquer par la bouche qu'on l'appelle. Et il dit des insanités avec sa bouche. Même dans ses chansons, il insulte la nudité des personnes qui peuvent lui donner la vie. À quelqu'un comme ça, vous confiez un enfant, vous avez détruit l'enfant. Vous ne devez même pas vouloir que celui-là s'approche de vos enfants. Donc, il faut s'assurer que la personne à qui on confie l'enfant peut le nourrir, peut le protéger, peut le soigner, mais peut aussi lui donner ou lui transmettre les bonnes valeurs. Peut-être celles qu'on n'a pas soi-même, mais que lui a, qui peut donner à l'enfant. Ouais. D'accord. Alors, avant de confier son enfant à une tierce personne, qu'elle soit une personne de la famille, une de nos connaissances, est-ce que vous pensez qu'il faille au préalable avoir une discussion avec ce futur tuteur pour lui dire comment traiter son enfant une fois que l'enfant sera à son domicile?
Bien, comme nous aimons bien le faire, avant tout programme, il faut de la préparation. En effet. Donc, avant toute chose, il faut préparer le terrain. Avant d'envoyer l'enfant quelque part en tant que parent responsable, on a forcément échangé avec l'intéressé. Il ne suffit pas de dire « Ah, mon enfant va venir rester chez toi pendant les vacances. Hein. Donc, s'il arrive, prends-le comme ton propre enfant. Hein, et puis c'est fini. » Non. Quel est l'objectif? Bon, il y a des objectifs cachés que tu ne peux pas dire directement. Tel par exemple, à la fin de l'année, il va lui préparer ça. À la fin des vacances, il va lui préparer la rentrée. Nanana. Tu ne peux pas le lui dire. Mais tu peux lui dire, tu sais, compte tenu de mes moyens limités, je voudrais qu'il vienne t'aider de sorte à ce que, enfin, à la fin des vacances, que tu puisses lui trouver quelque chose. Ça se dit. Il peut aussi s'agir du comportement de l'enfant, raison pour laquelle tu l'envoies. Et mon enfant, franchement, il m'a donné du fil à retordre au cours de cette année. Franchement, si tu peux me le garder pendant 2 mois, Histoire de le redresser un peu, ça m'aiderait beaucoup. Il fait ci, il fait ça. Il fait ci, il fait ça. Il n'aime pas qu'on lui dise ci, il n'aime pas qu'on lui dise ça. En tout cas, toi de voir. Quand je vois tes enfants, de toute façon, je suis fier là. Je veux que mon enfant aussi soit comme ça. Donc, il y a cette discussion préalable qu'il faut avoir. C'est d'ailleurs ce qui va permettre à ce que, pendant le séjour de l'enfant là-bas, que toi, le parent, tu puisses soit t'appeler, soit, dans la mesure du possible, y faire un tour 1 ou 2 fois, au maximum. Même pendant les vacances? Si possible. Si tu peux y faire un tour. Parce que certaines fois, comme je l'ai dit plus haut, tu peux te tromper de réalité. Et il faut faire un tour certaines fois sans prévenir. Quand tu as ton enfant chez quelqu'un, ce n'est pas à chaque fois que tu vas prévenir avant d'arriver. Certaines fois, il faut y passer à l'improviste. Je passais dans le coin et j'ai juste voulu vous dire bonjour. Là, tu vois ton enfant ou les conditions de vie de la maison. Qu'est-ce que ton enfant est en train de faire en ce moment? Comment est-on en train de le traiter? Peut-être même avant que tu n'entres, tu entends des injures à l'égard de ton enfant. Façon toi, le parent, tu es incapable. Façon toi, le parent, tu as été mal éduqué. Façon, on n'a pas pu te recadrer. Quand tu étais adolescent, quand tu étais adolescente, ce qui t'a amené à l'avoir lui, si tôt, et ce qui fait que lui aussi, il est si délinquant, tu vas l'entendre quand tu t'approches. Vous paraphrasez des insultes. C'est clair. Ce sont des choses que tu peux entendre. Raison pour laquelle il importe, certaines fois même, tu es de passage, tu salues, tu dis que tu pars, on te raccompagne peut-être, mais ne pars pas encore. Tu glanes un peu dans le quartier. Traîne un peu dans le coin. Tu peux voir même en pleine roche gifle ton enfant dans une certaine mesure où ton cœur va vouloir sortir de ta poitrine. En fait, il y a des réalités. Je ne vais pas tout peindre en noir, mais au même moment, tu peux aussi arriver et voir comment ton enfant est en train de compliquer la vie à ceux-là. Et tu leur dis, courage, babade miawekpe. C'est comme ça, il me tourmente. Courage, comment vous arrivez à le gérer? On dit, on ne sait même pas. Comment tu fais quand il fait ça? On dit, voici ce que moi je le fais, voici ce que moi je le fais. Très bien. C'est aussi l'occasion peut-être d'appeler ton enfant, de lui dire, donc tu as transporté ce comportement-là jusqu'ici. Donc ce que je t'ai dit avant d'arriver là, tu ne le fais pas. Tu m'as rassuré que tu le ferais, mais voilà ce que je suis venu te trouver en train de faire. C'est comme ça que tu es en train de m'honorer. Oui, justement, parlons de ces situations où on apprend, où on assiste à une dispute, à une maltraitance, à des mésententes entre le tuteur et l'enfant. Quelle doit être la bonne réaction? Du parent? Oui, du parent. Point d'interrogation, je dirais. Ça, c'est une belle question. Tout parent voudra réagir, surtout s'il trouve une situation frustrante, une situation désagréable. Tout parent, en fonction de ses émotions, voudra réagir séance tenante. Mais réagir séance tenante serait la mauvaise ou la pire des réactions.
faut prendre son mal en patience. S'assurer de ce qu'on a vu et entendu. Et des antécédents. S'il y en a eu. Parce que certaines fois, il se pourrait bien que ce soit ton enfant qui a engendré cette situation-là, ce jour-là, que le parent ou le tuteur là même ne voulait même pas se comporter comme ça. Mais c'est l'enfant qui a provoqué la situation. Parce qu'il y a certains enfants, il faut avoir l'honnêteté de le dire aussi. Oui. Certains enfants, ce que tes propres enfants vont te faire, tu vas supporter. L'enfant va faire le triple. Ce que tu n'arrives pas à supporter auprès de tes propres enfants, lui va venir te prouver que tes enfants sont des anges. Que lui là, c'est Satan en personne. Donc quand tu arrives et tu trouves qu'on frappe ton enfant, qu'on le maltraite, qu'on le met à genoux, qu'on le punisse, qu'on lui dise de faire ci ou de faire ça, pour l'instant, ce n'est pas ton problème. Tu ne réagis pas séance tenante. Même si on voit l'enfant en train de pleurer ou l'enfant blessé, on ne réagit pas. Tu demandes. La première chose, tu demandes. D'abord, tu te calmes. La personne chez qui tu es venu, qui sait que tu l'as vu, tu as constaté, tu as conscience qu'il se passe quelque chose, tu attends la réaction de la personne. Si la personne était en train de maltraiter l'enfant, sa réaction te le fera savoir. Oh, deviens-toi, on lui a fait ci, on lui a fait ça, mais je ne sais même pas d'où est-ce que tu es venu encore avec ça. Et tu vois l'enfant incapable de réagir. Ça veut dire qu'il est surpris de la réaction de la personne en face. Il y a des situations qui permettent, quand tu connais ton enfant et tu vois une situation, tu comprends certaines choses. Dès que l'enfant te voit, par exemple, il court vers toi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dès que tu vois la situation, tu interroges s'il y a lieu. Et tu dis, l'enfant là avec son banditisme, il a encore fait quoi même? Pose la question comme si tu étais d'accord avec ce qui lui est arrivé. Et non, hey, qui t'a fait ça? Qui t'a blessé comme ça? Oh, qu'est-ce qu'il a fait pour que vous le puniez, vous le frappiez comme cela? Qu'est-ce que? En partant, on va te dire de partir avec ton enfant. Pardon, si c'est comme ça là, pars avec lui. Tranquille. Donc, le parent doit savoir se contenir. S'assurer que ce qu'il a constaté est réel. Et s'il y a des antécédents, ce jour-là même d'ailleurs, tu peux ne pas réagir, ne rien demander. Tu demandes ton chemin, tu pars. Après, tu viens te renseigner auprès des voisins. Auprès des voisins. Ou même auprès des enfants de l'intéressé, si c'est possible. Est-ce que ça ne va pas créer des Il y a certains enfants qui ne sont pas d'accord avec le traitement que leurs parents infligent aux enfants qui sont chez eux. Oui. Il y a certains enfants qui ne sont pas d'accord. Il y a certains même qui vont pouvoir même t'appeler pour te dire, viens prendre ton enfant, sinon maman va le tuer. Que maman va tuer ton enfant. Hein? Tu crois que maman est une bonne personne, maman va le tuer. Donc il y a de ces situations devant lesquelles il faut savoir réagir. Mais réagir, comment on le dit, de manière empirique, science tenante, ne sera pas du tout la bonne. Il faut prendre son mal en patience. Un parent est une personne censée être mature, capable de maîtriser ses émotions. Raison pour laquelle on lui comment on dit ça? On lui confie? Non, on lui prête l'intention. On présume, voilà, qu'il a les capacités pour éduquer l'enfant. Donc, il faut savoir réagir pour ne pas détruire peut-être les bonnes choses qu'on est en train de transmettre à l'enfant. Très bien, bien reçu, bien noté. Alors, revenons au type ou à la catégorie de personnes chez lesquelles il faut garder les enfants. Vous préférez garder les enfants auprès de la famille, des personnes parentées ou chez des connaissances? Il faut dire que la famille, c'est la famille. Et d'emblée, l'idéal serait la famille. L'idéal serait la famille. Parce que déjà, l'enfant sait qu'il est toujours en famille. Qu'il est toujours en famille. Il ne se sent pas totalement étranger dans cet environnement. Il sait qu'il est chez le frère à sa mère, chez la sœur à sa mère ou à son père. Il est chez son cousin. Il est forcément chez un membre de famille. Il y a dans une certaine mesure une sécurité qu'il ressent. Maintenant, il faut tenir compte de l'objectif visé. Comme j'aime bien le dire, toute parole,
tout comportement, toute attitude est fonction de l'objectif que l'on vise. Il faut être focus sur l'objectif. Il ne faut pas faire les choses pour les faire. Il ne faut pas imiter. Il ne faut pas suivre les gens. Il ne faut pas faire parce qu'on a dit. Pourquoi voudrais-je envoyer mon enfant en vacances chez quelqu'un d'autre au lieu de le garder chez moi? Si je peux l'amener à atteindre les objectifs que je me suis fixés, l'enfant reste chez moi. Je peux moi-même sortir ou aller ailleurs avec cet enfant. Il y a certains parents qui se programment tellement bien que sur les 2 mois, eux-mêmes prennent 1 mois de congé au boulot. Il y a certains parents qui ne prennent de congé qu'en période de vacances. Lui-même, il prend congé. 1 mois. S'ils sont 2 et les 2 travaillent, il prend 1 mois, l'autre prend pour l'autre mois. Donc, il y a un parent en permanence à la maison avec les enfants. Cela permet aussi aux enfants de découvrir leurs parents sous de nouveaux angles. Parce que le fait chaque jour de dire, ça va, tu es déjà prêt pour aller à l'école, prends, reviens vite, hein, et puis le temps que tu reviennes, l'enfant est déjà fatigué, prends ton cahier, ainsi de suite. Si vous passez toute la journée ensemble, il y a des choses, vous aurez le temps de vous amuser ensemble. Il y a des choses qu'il faut dire aux parents qu'ils peuvent faire avec les enfants sans que cela ne détruise leur autorité en tant que parents. Plutôt, cela leur fait du bien. Le fait, par exemple, de jouer au cache-cache avec les enfants. Le fait, par exemple, de ramper dans la chambre avec les enfants pour s'amuser. Le fait de jouer du Jacques-Ouétu, le fait de jouer du Yawale, de jouer aux cartes, de faire ça avec les enfants. Le fait de jouer au foot avec les enfants, de faire un paix avec les enfants. Ce sont des jeux que chaque parent doit pouvoir, quel que soit son statut. Parce que pour ton enfant, tu es d'abord le papa ou la maman. Avant d'être le ministre que tu es, avant d'être le député, le directeur, le commissaire, le commandant que tu es mon père, tu es ma mère. Je me fiche du reste. Pour moi, tu es papa. Et avec papa, je dois pouvoir m'amuser, lui tenir la joue, lui tenir les cheveux, lui tirer les cheveux, tenir la barbe, ainsi de suite, et faire tout avec lui, sans risque de me faire taper, de me faire gifler. Ça décomplexe la relation parent-enfant. Ça permet à l'enfant de se sentir particulier. Parce qu'un enfant qui n'a pas un sentiment particulier envers son parent a un problème. Si pour l'enfant, tu es comme tous les autres du dehors, c'est qu'il y a un problème. Quand l'enfant te voit, il doit savoir que lui, là, c'est la personne ou l'une des personnes avec qui je peux être dans mon état le plus instinctif, le plus naturel. Il y a certains enfants même, peu importe son âge ou leur âge, quand ils te voient, toi le parent, ils sautent, ils s'accrochent à toi. Salaud, propre, il s'accroche, il dépose sa tête sur ton épaule et il te dit des choses. Je connais des enfants de 17 ans qui continuent par s'amuser avec leurs parents comme si c'était de tout petits. Il y en a même qui réclament des câlins de la part de leur maman. Maman, tu pars, mais tu ne m'as pas fait ma bise. Tu ne m'as pas caressé la joue. Maman, viens. Papa, et ainsi de suite. Ainsi de... Quand tu vois, tu te dis, mais ça, c'est quel genre de famille? C'est le type de famille dans laquelle tout enfant veut vivre. En principe. En principe. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ah, déjà? Oui, nous avons épuisé les presque 40 minutes. Nous avons abordé plusieurs sujets, plusieurs plans de la question de à qui confier son enfant pendant les vacances, de comment les enfants se comportent quand ils sont en vacances et de la réaction des parents lorsqu'ils envoient leurs enfants en vacances. Alors, on a parlé de la période de vacances et tout. Quand les enfants reviennent à la maison, qu'est-ce que les parents doivent faire? D'abord, oui, avant que les enfants ne partent de la maison, qu'est-ce que les parents ont fait? Ah ben oui. Peut-être on va retenir la question pour un prochain numéro. Parce qu'il faut faire l'introduction pour pouvoir faire la conclusion. Oui. Si tu n'as pas fait d'introduction, tu fais la conclusion, on ne sait même pas d'où tu es venu. Donc le parent aura sûrement fait quelque chose au préalable. C'est-à-dire causer avec son enfant avant de l'envoyer. Lui dire la particularité du lieu où il va. Maintenant, quand l'enfant revient, comment est-il rentré? Avec quoi est-il rentré? Pourquoi est-il rentré? Parce que certains rentrent plus tôt que prévu. Donc, il faut discuter avec l'enfant. Est-ce qu'il a aimé? Est-ce qu'il n'a pas aimé?
Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il n'a pas appris? Qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'il a pu améliorer? Comment il se sent? Est-ce qu'il voudrait bien les vacances prochaines retourner là-bas? Ce sont des questions qu'il faut poser à l'enfant. Donc, il y a forcément une assise à faire avec l'enfant. Pas une assise solennelle, comme si c'était un jugement ou un rapport à faire. Mais non, comme si on causait. De manière détendue, on peut extorquer des réponses et des éléments importants de la bouche de ces enfants-là. Oui. Donc, c'est important. D'accord. Je connais un couple, dès que les enfants reviennent de vacances, on leur fait subir des analyses à l'hôpital, on fait peser les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste pour s'assurer, ou du moins pour voir leur état de santé, puisqu'ils doivent reprendre l'année. Maintenant, comment sont-ils rentrés? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire? Parce que quand ils sont allés, les parents n'avaient plus les yeux sur eux. Ils se sont amusés, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fréquenté des lieux que les parents n'ont pas connus ou ne connaissent pas forcément. Est-ce qu'ils ont attrapé des maladies sans le savoir? Comment ils se sont alimentés? Est-ce que cela a pu, puisque ce qu'ils mangeaient ici n'est pas forcément ce qu'ils sont allés manger là-bas. En effet. Donc, il faut faire un bilan quand on en a les moyens. Il faut faire un bilan pour s'assurer. Maintenant, quand on n'en a pas les moyens, de manière traditionnelle, moi, j'ai grandi auprès des tantes de mes parents. Il y a de la tisane qu'on prépare. Oh, on va vous faire la cure, comme on le dit. On va vous en donner, vous allez boire. Ça va laver le ventre, laver le sang, comme on le dit, épurer en fait le corps. De sorte à ce que vous puissiez être dans un état qui puisse vous permettre de reprendre. Et quand on vous fait prendre cette tisane-là, il y en a une autre que vous devez prendre, qui va vous donner de l'énergie, de la force, vous galvaniser pour reprendre l'année. Donc, chacun, en fonction de sa position et de sa situation, a forcément les moyens de s'assurer que son enfant est bien revenu, il se porte bien et il peut reprendre correctement ses activités habituelles. Et je crois fortement que ce sont des genres de pratiques qu'il faut encourager au sein de la communauté. Confier ses enfants à des personnes pendant les vacances, c'est bien. C'est bien si on a pris le temps de connaître les valeurs des personnes chez qui on garde les enfants, de s'assurer que ces personnes n'affichent pas une gentillesse apparente, que ces personnes ont le sens de la responsabilité et une capacité de bien encadrer les enfants. Cette conclusion, c'est une reprise de vos mots durant toute l'émission. Ah ben oui, et c'est bien résumé. Je ne suis pas sûr d'avoir autre chose à ajouter. C'est sur ces mots de Laurent Afouji, l'invité du jour, que nous allons mettre fin à cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci à nos followers et auditeurs. On se donne rendez-vous le mardi prochain pour aborder un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que c'était Meshach Nyaro au micro. Au revoir.